Bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier live de l'année scolaire 2023-2024. Je m'appelle Marianne Bissonnette, je suis la responsable d'Alloprof Parents et d'Alloprof Enseignants. Et je suis aujourd'hui avec Elia Martineau. Elia, veux-tu te présenter? Oui, salut tout le monde. Hey, ça me fait plaisir d'être avec vous. En fait, moi, je suis responsable des relations avec la communauté. Je m'assure de faire connaître Alloprof à nos différents publics sur le terrain. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est tout nouveau. C'est un nouveau terrain, les Facebook Live, mais je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très contente que tu sois avec nous aussi. On va avoir du fun, on va répondre à vos questions. Puis de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, on va poser une foule de trucs et d'outils pour vous guider tout au long du parcours scolaire de votre jeune. Elia, tu es aussi maman d'un adolescent. Tu connais toutes sortes de bonnes astuces et en fait, inspirée d'Alloprof aussi. Pour mieux vivre la période des devoirs et des leçons et faire en sorte que votre enfant surpasse ses défis scolaires. Donc, je vous explique un peu comment ça va se passer. Vous pouvez vous poser vos questions dans les commentaires tout au long de la séance. Et à la fin, lorsqu'on va avoir fini notre présentation, vous pourrez, en fait, nous, on va répondre au plus de questions qu'on peut. Et on va essayer de vous aider dans les difficultés scolaires que vous avez à l'heure des devoirs et des leçons. Si vous voulez réécouter l'atelier ou si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, il va être disponible en réécoute sur notre page Facebook d'Alloprof Parents un peu après la fin de la diffusion. Donc, Elia, on va commencer par une question simple. C'est quoi Alloprof et c'est quoi Alloprof Parents? Et quelles sont les ressources et les outils qu'on retrouve sur Alloprof et Alloprof Parents? Puis comment est-ce que ça peut aider les parents et leurs enfants? Oui, bien, Alloprof, hein, c'est plus de 200 professionnels de l'éducation qui répondent en soirée aux questions des élèves, autant par téléphone, par texto, par clavardage. Mais c'est aussi, ben ça, merci à la technologie, c'est une plateforme web complètement incroyable. Vous allez retrouver là-dessus des milliers de fiches pédagogiques, des vidéos, des mini-récup, des exercices, des jeux. Il y a même une zone d'entraide aussi. Enfin, il y a toutes sortes d'affaires sur ce site-là, autant pour les élèves, les parents, et aussi même depuis peu pour les enseignants. Et puis, l'objectif ultime, ben, c'est d'aider les jeunes à défaire leur nœud d'apprentissage pour que, ben, bien sûr, ils puissent atteindre la réussite. Puis, ben, c'est pas tout, hein. Comme je disais, il y en a aussi, il y a une section du site qui existe pour les parents. Parce qu'on sait chez Alloprof que ben, le premier guide de l'élève, celui qui est présent quand quand le jeune à la maison, il lève sa main quand il est en train de faire ses devoirs, ben, c'est le parent. On s'est assuré de mettre à votre disposition une section entièrement pour vous. Et là, avec l'aide d'experts, parce que on sait que bon, c'est bien que ça soit soutenu par des spécialistes, grâce à des articles, des chroniques, on répond aux questions les plus fréquentes des parents, en tout cas de celles qui se font poser le plus souvent pendant l'heure des devoirs, par nos spécialistes qui répondent aux questions des parents en soirée. Et là, pour recevoir tous ces trucs-là au bon moment, ben sachez qu'on a une infolettre qui est envoyée 2 fois par mois dans votre boîte courriel. On vous invite à vous abonner, comme ça vous allez être à l'affût de tous les meilleurs outils pendant le calendrier scolaire selon les moments de l'année que votre jeune va vivre. Et de toutes nos nouveautés aussi au fur et à mesure que ça sort. Merci, Elia. Donc, on vous invite à aller sur le site pour le découvrir, alloprof.qc.ca. Vous pouvez rappeler que je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance. On va y répondre à la fin. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc, c'était un tour d'horizon très complet. Si vous voulez explorer davantage la plateforme, rendez-vous sur le site. On est maintenant en octobre. Ça veut dire que la poussière de la rentrée s'est un peu calmée. L'excitation de revoir ses amis s'est retombée et la routine des devoirs s'est remise en place. Pour certaines familles, ça peut être un peu tumultueux, les devoirs. Je vais commencer avec une question pour vous, les parents qui nous écoutent à la maison. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la perfection super bien parfait, 1 étant vraiment pas bon, 10 étant la perfection parfaite. Comment ça se passe la période des devoirs chez vous? Donc, excusez-moi, je me suis emmêlée dans mon échelle, 1 étant mauvais et 10 étant super bien. Comment ça se passe la période des devoirs chez vous?
Super. Excellent. Donc, on voit que c'est quand même variable, là. L'heure des devoirs, c'est pas toujours évident. Chez toi, Elia, comment ça se passe? Aïe, aïe. Moi, je vous dirais que maintenant, j'ai un grand de 16 ans, hein, donc ça se passe à un autre niveau qui, des fois, ne m'appartient plus. Mais je dirais que ça n'a jamais été très, très évident. Tu sais, les jeunes, ils voient souvent l'heure des devoirs comme une montagne insurmontable. Notre rôle à nous autres, les parents, ben, c'est de les sécuriser, les aider à s'organiser. On est là pour les accompagner, les accueillir, les écouter là-dedans. Puis je pense que c'est important de ne pas nécessairement se voir comme l'enseignant, mais vraiment de prendre un rôle de soutien. Ouais, non, chez nous, pas très évident. Ben, on va tenter de vous donner le plus de trucs pour faciliter la tâche à la maison. Donc, on commence, Elia, avec une première question. As-tu des trucs pour créer un environnement idéal d'apprentissage à la maison? Un petit coin parfait pour faire les devoirs. Oh. Ouais, j'aime bien l'idée du petit coin douillet, puis je pense que ça part bien les questions. L'environnement a un impact sur la concentration. Alors, c'est super important de se poser la question, c'est où qu'on fait les devoirs? Et tout d'abord, d'essayer d'impliquer le plus possible notre jeune, parce qu'on va voir que ça va avoir un impact sur sa motivation aussi par la suite. Alors, on peut essayer de voir les possibilités des lieux selon son degré d'autonomie. Est-ce qu'on fait ça dans sa chambre? Est-ce qu'on fait ça dans le bureau? Est-ce qu'il y a besoin d'être près de vous pendant peut-être que vous êtes en train de préparer le souper? Et là, on essaie aussi de lui proposer d'aménager un espace de travail qui est agréable, qui va mettre des petites photos s'il y a besoin, ses petites images pour se motiver. Oui, l'idée du petit coin douillet, ça peut être une bonne idée pour pouvoir l'amener tranquillement là, vers ce moment-là. Pour les tout petits, c'est important de s'assurer que ben, l'espace de travail est ajusté à leur grandeur. Hein, donc, vérifier que la table, la chaise ne sont pas trop grandes, que l'éclairage est suffisant. Parce qu'un enfant qui a les petits pieds qui ballottent dans le vide ou qui manque de lumière, vous allez voir, ça va être beaucoup moins attentif aux devoirs qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, ben, on met à sa disposition une boîte de matériel scolaire qui est dédiée vraiment pour la maison. Des crayons, des ciseaux, de la colle, les manuels de référence, les outils de géométrie. Vous pouvez aussi prendre l'habitude d'ouvrir l'ordinateur sur la page d'AlloProf pour être assuré d'avoir tout ce qu'il faut à portée de main. L'idée, c'est d'éviter les déplacements qui en finissent plus, les pertes de temps qui viennent avec aussi. Et enfin, ben, on élimine les distractions. Alors là, bien sûr, on élimine le téléphone, la télé, les jeux vidéo. On lui explique les effets sur son attention. On lui propose plutôt de voir ça comme des récompenses après la tâche des devoirs qui aura été accomplie. Et puis, distraction, ben, des fois, il y a des frères, des sœurs qui vont être pas loin, qui font d'autres activités. Alors, on essaie de dédier ce moment-là à des jeux qui sont peut-être un petit peu plus calmes. On peut aussi mettre à la disposition de notre jeune qui a à faire ses devoirs, qui serait un petit peu plus solo par rapport aux autres, là, qui les fait peut-être pas en même temps, ben, des coquilles anti-bruit, vous savez, les coquilles de construction. Les jaunes, là. Ouais, les grosses jaunes. Orange, jaune. Exact. Puis là, ben, ça peut devenir son petit outil spécial juste à lui pendant qu'il fait ses devoirs. Alors, voyez, mais tout ça, c'est des petites idées là, que vous pouvez mettre en place pour créer son petit environnement. Ben, c'est des choses qui peuvent peut-être sembler évidentes pour certains parents, mais moi, ce que je retiens, c'est que impliquer le jeune dans le processus, c'est lui demander qu'est-ce qu'il préfère, lui faire son petit coin bien à lui qui est personnalisé. Ça va avoir un effet sur sa motivation par la suite ou par rapport à son engagement dans ses devoirs. Maintenant que l'enfant, il a tout ce qu'il faut à sa disposition, selon ton expérience, Elia, ça serait quoi les étapes suivantes à mettre en place pour que l'heure de devoir se passe pour le mieux? Ouais. Ben là, je vous recommande, et ça le plus tôt possible, donc le plus tôt possible dans l'année scolaire, mais le plus tôt possible aussi dans son parcours scolaire, quand c'est possible, d'installer une routine de travail avec votre jeune. En sachant à quoi s'attendre, ben, le jeune il est rassuré, il devient peu à peu un petit peu plus autonome et en se mettant au travail de façon automatique, ben, ça permet de gagner du temps, mais aussi de l'énergie qui va être utilisée pour ses devoirs, pour ses leçons, au lieu d'être perdu un petit peu par les petites crises là, qui pourraient venir quand il s'y attend moins ou que ça ne tente pas, tout ça. Donc, que tout ça soit un peu plus prévisible, ça va aider. Alors, pour établir notre routine, ben, on se pose la question, c'est quand le meilleur moment pour faire les devoirs à la maison?
Alors, le meilleur moment, ben, c'est d'évaluer d'abord les moments où la concentration de votre jeune est à son meilleur. C'est quand qui est le moins fatigué puis qui est le plus attentif. Mais aussi, c'est quand que votre patience ou celui de ceux qui vont l'accompagner est elle aussi à son meilleur. Fait que c'est comme un équilibre à trouver. Ça peut fluctuer dans la semaine, mais on essaie quand même de garder une certaine routine dans ces moments-là. Et là, rappelez-vous que vous n'avez pas à être l'unique personne non plus qui va être dédiée pour les devoirs. Par exemple, chez moi, par exemple, mon conjoint, lui, il a de l'intérêt pour l'histoire. Fait que quand mon garçon il a eu besoin d'aide à l'heure des devoirs, ben, c'était lui qui était responsable de l'accompagner dans cette matière-là. Alors, selon les forces, les intérêts des membres de la famille ou même des voisins, des amis qui entourent votre enfant, ben, vous pouvez répartir dans le temps ces devoirs-là selon les matières, puis créer un horaire pour la semaine qui va pouvoir être un peu plus suivi là, par tout le monde. Mais oui, pourquoi pas? On a des profs spécialistes des matières, pourquoi pas avoir un parent spécialiste des matières? Mais pourquoi pas, hein? Mais en fait, après ça, ben, toujours dans l'idée d'installer notre routine de travail, on répond à la question comment. Comment est-ce qu'on planifie, qu'on organise le travail qui est à faire? Alors, c'est sûr que si on veut pas que ça s'éternise à l'infini et on veut que ça reste motivant, on doit fixer ensemble des objectifs qui sont clairs et aussi une durée maximum de temps pour les devoirs et les leçons. Par exemple, ça pourrait être 1 à 4 fois par semaine, ben, tu vas réserver 25 minutes pour faire tes devoirs ou réviser tes leçons. Par exemple, peut-être le mardi, ben, tu vas pratiquer ton vocabulaire pendant 5 minutes, ta lecture pendant 10 minutes de façon soit autonome ou accompagnée si notre jeune a besoin d'être accompagné pour ça. Et tu réserves peut-être 10 minutes à tes devoirs qui, eux, vont changer selon les demandes de ton prof à chaque jour ou à chaque semaine. Alors ça, c'est une idée comme ça, mais c'est sûr qu'après ça, il faut l'évaluer, puis il faut être capable de voir selon le niveau d'énergie de votre jeune, puis de quand même garder une certaine flexibilité. Par contre, il y a un super outil sur le site d'Alloprof que ça, je vous recommande. Puis je vous le recommande parce qu'il y a même des collègues chez Alloprof qui l'utilisent dans leur travail pour arriver à planifier, à organiser leur temps. C'est la minuterie motivante. Alors, allez dans la section jeux, vous allez voir un outil qui s'appelle la minuterie motivante et vous allez voir, c'est un outil qui est merveilleux pour diviser le travail, permettre des pauses, des récompenses, rendre le travail un peu plus digestible, si on veut, et rendre aussi notre jeune un peu plus autonome. C'est inspiré de la méthode Pomodoro, d'ailleurs, qui est une méthode qui a fait ses preuves. Là. Donc, c'est de travailler une séquence, prendre une petite pause, travailler une séquence, prendre une petite pause. Oui, exactement. C'est super bon pour la motivation. Ça marche bien pour la motivation. Puis quand vous avez un jeune qui, justement, voit la montagne là, insurmontable, de pouvoir escalader un palier à la fois, c'est très aidant. Puis ça diminue l'anxiété qui pourrait être liée aussi aux périodes des devoirs. Et là, quand on pense aussi que ben, ça active l'autonomie, tout ça, c'est ce qu'on vise. Hein? On vise que notre jeune il devienne éventuellement autonome pour faire ses devoirs tout seul, mais il faut savoir que tout ça, c'est graduel. Au primaire, ben, on peut se dire que oui, ça va être un soutien qui va être quotidien peut-être de notre part. À chaque jour, on va être un peu présent, puis notre jeune va avoir besoin de notre présence auprès de lui pour l'accompagner. Vous allez voir qu'au secondaire, ben, c'est plutôt juste peut-être au début de la semaine qu'il va avoir besoin de votre aide pour organiser son travail pour les prochains jours. Et là, graduellement, pour ceux qui, comme le mien, ne veulent plus du tout d'aide du parent, puis c'est tout à fait normal là, en grandissant, bien, vous pouvez leur rappeler, mais qu'il y a d'autres sources aussi parce que il peut aller chercher de l'aide ailleurs, que ce soit des profs, que ce soit des amis, des frères, des sœurs, des intervenants à l'école. Il y a le site d'Alloprof aussi avec sa zone d'entraide. On a aussi nos professeurs qui se mettent à disposition dans la section Poser une question du site, qui peuvent répondre par téléphone, texto, clavardage. Parce que, en fait, tout ça, c'est pour lui rappeler que ben, c'est important qu'il ne se sente pas tout seul quand il fait face à un nœud d'apprentissage. Parce que c'est normal que ça arrive à un moment donné ou à un autre de son parcours, mais qu'au moins, il y a un filet, il y a un support qui est là pour l'aider puis continuer de l'accompagner, même si ce n'est pas vous, le parent. Parce qu'il va vouloir se détacher. Puis tout ça fait partie du processus. Hein? Moi, je retiens un mot super important dans tout ce que tu viens de dire, c'est routine. Puis avoir une bonne routine dès le début de l'année, ça aide, mais il n'est jamais trop tard pour instaurer une routine, même à la moitié du mois d'octobre. Puis,
même rendu là, même si on a installé une routine dès le 1er septembre, mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça reste difficile. Puis on va essayer d'en aborder quelques-unes ce soir. Premièrement, on va se mettre, par exemple, dans une situation où on a un enfant qui a tendance à oublier ses cahiers à l'école ou à oublier de noter ses devoirs dans son agenda. Puis il arrive à la maison, on lui demande c'est quoi tes devoirs, puis il dit je sais pas, je m'en souviens plus, j'ai oublié mon agenda. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant comme ça qui est lunatique ou qui oublie ses devoirs? Ouais. Ben ça, c'est quelque chose que j'ai vécu à la maison. Donc, c'est une petite tendance qui s'est invitée chez moi. Oui, c'est très embêtant. Et puis, je vous dirais que dans l'immédiat, mais quand ça arrive d'abord, c'est de se rappeler que oui, il y a des amis de classe qui sont de merveilleux alliés pendant ces moments-là, puis qui vont pouvoir certainement lui envoyer peut-être une photo de ce qui est à faire. Ensuite, ben, vous avez tout le contenu aussi du site d'Alloprof pour revoir les notions avec votre jeune. On peut penser aux fiches pédagogiques qui sont comme un manuel scolaire. Il y a des vidéos qui permettent à votre jeune de revoir une notion qui est actuellement vue en classe, peut-être. Mais aussi, il peut se mettre en pratique avec, on pense aux jeux d'Alloprof. Si vous ne les connaissez pas, ben, mettez-les dans votre coffre à outils. Mais aussi, il y a plus de 900 exercices qui sont disponibles sur le site, dont, je vous dirais, 2 incontournables pour le primaire, l'exercice de mots de vocabulaire ou celui sur les nombres décimaux, des exercices interactifs. Donc ça, c'est des petites idées, mais on peut aussi tout simplement se dire, ben regarde, notre jeune, tu vas lire un livre. Puis ça va être ton moment de devoir, de leçon, ben, tu vas le dédier à la lecture. Puis tout ça, c'est super parce qu'on le sait que stimuler le plaisir de la lecture, mais c'est toujours gagnant, puis ça va toujours être profitable, qu'il va pouvoir le réinvestir dans chacune des autres matières de son C'est parcours. en fait un des plus grands prédicteurs de la réussite scolaire, à aimer lire, puis lire régulièrement. C'est une des meilleures choses pour réussir à l'école, en fait. Exactement, ça ne sera jamais perdu. Alors, ça ne sera pas du temps perdu. Puis, ça, c'est toutes des options qui vont permettre de maintenir notre routine de travail avec notre jeune de façon, oui, efficace, mais aussi, peut-être que notre jeune, il va se rendre compte que, oublier mes devoirs à l'école, c'est peut-être un peu moins tentant parce que je sais que mon parent va avoir toutes sortes de ressources à sa portée puis qu'il va quand même, maintenir la routine de travail. Donc, tout ça, c'est des petites idées que vous pouvez appliquer. Mais on le sait que pour ceux que ça arrive un peu trop souvent, il faut mettre en place, des stratégies d'organisation pour que ces petits oublis-là ne s'installent pas dans le temps trop longtemps. Alors, on pourrait penser à poser peut-être dans le casier d'école une liste à cocher, des choses à mettre dans son sac à dos avant de rentrer à la maison. Ça pourrait être d'apprivoiser aussi la bonne utilisation de l'agenda. On peut penser à utiliser des post-it de couleur aussi à l'intérieur de l'agenda pour se rappeler certaines choses importantes à apporter. Ça pourrait être aussi de mettre à sa disposition une pochette qui va pouvoir glisser à l'intérieur toujours les feuilles à signer, les devoirs à apporter, puis lui dire, regarde, toi, tu viens toujours à la maison avec cette pochette-là. Il y a aussi pour certains enfants la compréhension du temps qui représente un défi. Alors pour eux, ça peut être difficile de se représenter mentalement la semaine en cours ou de prévoir les choses qui sont à venir. Alors pour les aider à surmonter ce défi-là, vous pouvez afficher l'horaire de la semaine sur le frigo, y indiquer un peu les mêmes choses que dans l'agenda, comme par exemple les devoirs, les leçons qui vont devoir être faits selon les jours. C'est quand que tu dois remettre telle remise de travail peut-être, les examens de la semaine ou des prochaines semaines, les cours de la semaine selon l'horaire par l'école, les activités parascolaires. Enfin, toutes ces petites choses pour organiser notre temps, se souvenir des moments importants puis des choses à remettre. Ça peut être aussi un super outil donc à placer sur le frigo de la maison. Et puis, quand vous voyez des efforts d'organisation par votre jeune, n'hésitez pas à le féliciter. Vous l'aidez comme ça à renforcer son estime de lui, puis aussi à persévérer dans la bonne voie. Fait que c'est très, très précieux, tous ces petits moments-là. Ouais. Quels excellents conseils. Merci, Elia. Et si vous en avez d'autres conseils à la maison, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, nos expériences personnelles, vos expériences personnelles de parents, ça peut être utile à d'autres parents.
On ne sait jamais. Et maintenant, on va parler de l'attitude de l'enfant pendant la période des devoirs. Vous, à la maison, votre enfant, quand il s'assoit devant ses devoirs, est-ce que vous avez plus, il est plus du type marathon ou du type j'ai envie de faire une sieste? Toi, Elia, ton fils, il était plus marathon ou sieste? Moi, là, je dirais il était un petit peu gigoteux au début des devoirs, puis plus ça avançait, plus il était en mode type crêpe étalée sur la table de cuisine. Fait que voilà, c'est un peu le style par chez nous. Je vois. Puis je vois dans les commentaires que c'est varié. On a des siestes, on a des marathons. Donc, il y a vraiment tous les types d'enfants existent. Puis il y en a que c'est les deux, successivement, comme le tien. C'est pas évident d'apprendre à gérer notre énergie là, quand on est jeune. Même en vieillissant, c'est pas évident. Mais non. Et qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant a la bougeotte ou bien qu'on a l'impression que si on regarde ailleurs pendant 5 secondes, on va le retrouver endormi sur son devoir? Ouais, c'est ça. C'est quand il faut se mettre à la tâche, hein, c'est pas toujours facile. Puis là, ben, c'est là que ça se corse. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener votre enfant à être un peu plus agité ou endormi. Faut se dire aussi qu'une de ces raisons-là, mais ça peut être des fois l'insécurité. Fait que c'est bon d'y demander, mais comment tu te sens, hein, face au devoir? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des solutions que tu aimerais qu'on mette en place? Y a-t-il des choses que tu aimerais essayer? C'est sûr qu'ouvrir le dialogue avec votre jeune, puis d'égal à égal, ça va toujours être gagnant, ça va toujours renforcer votre relation avec lui, puis après ça, ça peut juste aller mieux. Ça, c'est sûr. Puis souvent, nos jeunes, ils vont passer des commentaires avec leur corps ou avec leur attitude, mais les amener à verbaliser, ça va vraiment permettre d'amener un peu plus de clarté en eux, de trouver des solutions qui sont concrètes. Ça peut être bon aussi de se questionner soi-même. Est-ce que peut-être que mes attentes sont trop élevées envers lui? Donc, revoir certaines choses. Rappelez-vous que c'est pas vous non plus l'enseignant, que il voit des choses à l'école. Vous êtes là un peu pour renforcer, pour accueillir tout ce qu'il a vu à l'école, puis un peu plus le renforcer à la maison, peut-être dans des pratiques un peu plus concrètes du quotidien. Il faut savoir que la capacité de concentration est différente selon chaque enfant et ça augmente avec le temps. Alors, lorsqu'on a un enfant qui est au travail, bien, voyez après combien de temps il tombe dans la lune ou il se met à gigoter. Là, si vous avez parti votre timer puis vous voyez qu'après 5 minutes, ben là, il se met à gigoter, mais c'est 5 minutes, puis c'est correct. Hein? On met notre minuterie motivante d'alloprof à 5 minutes et on lui dit, OK, tu travailles tout ce temps-là de façon intensive, puis après ça, ben, tu as une pause. Fait qu'on morcelle le temps, on crée des blocs de travail, des petits courts blocs de travail, et on va voir qu'avec la pratique, avec l'âge, notre enfant va augmenter aussi son temps d'attention. Ça va être encourageant pour lui, ça va être encourageant pour vous peut-être aussi. Et donc, ça, c'est bon à prendre en compte, la concentration de votre jeune, puis sa capacité. Et il n'y a pas d'objectif ultime. Chaque enfant est différent avec ses défis et ça, c'est bon de l'accepter. Ensuite, ben, la clé, c'est de miser sur le plaisir. Alors là, si on a notre petit gigoteux, là, ben, il va être content que ça soit le fun. Même l'endormi, il va être content aussi que ça soit le plus le fun. On se rappelle les phrases comme « vite, finis tes devoirs pour qu'après ça, on soit tranquille ». Ben, des fois, ça coupe l'envie, hein. Fait que des petites phrases comme ça, on essaye un petit peu de les mettre de côté, de s'observer là-dedans. Vous allez voir, l'efficacité des leçons, c'est directement lié au plaisir que l'enfant va avoir pendant ce moment-là. Alors, si l'envie, la motivation sont absentes, ben, tout le temps que vous allez passer avec lui, il risque de ne pas retenir grand-chose. Ça risque donc d'être du temps juste perdu. C'est donc préférable de trouver une manière qui est peut-être stimulante, qui est un peu plus adaptée à mettre en place pendant les études. Fait que là, ben, mettez à profit votre créativité.
Vous êtes tous des êtres créatifs, j'en suis convaincue. C'est sûr qu'on va essayer de vous inspirer un petit peu, Marianne et moi, pendant la suite des choses, mais allez voir, allez visiter les activités pédagogiques dans la section Alloprof Parents. Vous allez voir ça, ça va vous inspirer. C'est souvent des façons d'utiliser les activités dans le quotidien. Un petit truc qui a bien fonctionné de mon côté, ben, c'était de le faire bouger. Alors moi, j'avais un sportif et j'ai toujours un sportif. Alors, on a longtemps pratiqué les mots de vocabulaire, les opérations mathématiques en lui lançant soit le ballon, en lui lançant un frisbee, l'hiver en lui lançant la rondelle de hockey sur la patinoire. Toutes ces idées-là, mais c'est à mettre dans votre coffre à outils. Vous voyez si c'est quand il réussit à attraper la balle que là, c'est sa récompense, ou plutôt avant qu'il appelle son mot, ben, vous lui permettez à ce moment-là d'avoir son ballon. Enfin, voyez ce qui fonctionne le mieux, variez les façons. Et ben, c'est ça, varier les façons d'apprendre, c'est vraiment la pratique à mettre en place, intégrer autant des vidéos, des exercices, des jeux sur le site d'Alloprof dans vos périodes de devoirs. Vous allez voir, il y a un impact qui se crée, que ce soit sur le site d'Alloprof, mais que ce soit sur de d'autres façons aussi. Plus vous variez les façons d'apprendre, plus c'est optimal. Et là, si on pense à notre jeune qui a tendance à bouger beaucoup, on peut aussi se dire qu'on va travailler l'autocontrôle. Donc, on peut penser à une balle anti-stress, on peut penser à un élastique autour du poignet qui va peut-être faire bouger comme ça pendant qu'il est en train de lire. Ça peut être de la pâte à modeler pendant qu'il écoute une vidéo, pendant qu'il lit quelque chose. Donc, tout ça, c'est des petites choses à mettre en place pour essayer de concentrer son énergie. Parce que, ben, en classe, il va avoir un petit peu à apprendre l'autocontrôle aussi. Et là, si je pense à celui qui s'endort comme une crêpe sur la table, ben, vous pouvez mettre en place une bonne routine de sommeil. Vous vous assurez que, enfin, tout ça, c'est contrôlé chez vous, que votre jeune, il y a suffisamment de sommeil, qu'il y a un sommeil de qualité. Vous allez voir, ça permet de consolider les apprentissages. On le sait maintenant, la mémoire continue d'agir, même la nuit, hein, Marianne? Mais aussi, ça va bien sûr améliorer là, toutes ses capacités de concentration par la suite. On peut aussi même regarder si l'enfant a faim. Des fois, Mhm. moi, je sais que moi, j'étais comme ça, là, quand je revenais de l'école, j'avais faim, donc je voulais dormir parce que j'avais pas assez de sucre dans le corps pour faire mes devoirs. J'avais besoin d'une collation. La petite collation La en petite revenant de collation. l'école, oui. Puis, tu sais, c'est une soupape hein, aussi. En revenant de l'école, on vit toutes sortes de choses. Puis, tu sais, de se permettre une petite détente, autant pour nous, les parents, qui allons commencer à accompagner notre jeune là-dedans, ou pour lui qui a besoin de passer à autre chose, d'avoir une petite transition. C'est important de le respecter, puis d'en prendre note quand vous voyez des signaux, là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on fait si notre enfant il est ni marathon, ni crêpe, il est juste complètement désintéressé. Il bâcle, il est distrait, il n'écoute pas. Ouais. Mais tu sais, nos enfants vivent beaucoup de choses à l'école, là, je le mentionnais. Fait que c'est important d'être à l'écoute aux besoins de base de l'enfant. Avant de s'atteler à la tâche, on peut penser, comme tu parlais, de la faim, oui, de la fatigue, le besoin de se changer les idées, peut-être de dessiner, d'écouter de la musique. S'il a vécu peut-être quelque chose d'un peu plus difficile, il a besoin aussi d'en parler à vous. Fait que tout ça, c'est important d'être à l'écoute de ça, puis de l'amener aussi à être un peu plus capable avec le temps d'y répondre par lui-même, de comprendre les signaux que son corps lui envoie, de comprendre que de faire une intériorisation, si on veut, de s'observer, puis de voir, ah ben là, je pense que j'ai besoin d'une petite pause, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'aller courir, de dépenser mon énergie. Fait que peu à peu, là, pour qu'il soit capable de le faire de façon autonome. C'est juste après ça qu'il va être capable de travailler de toute façon. Fait que passer cette étape-là, ça sert un petit peu à rien. Puis là, ben, si ça persiste, là, tu disais un enfant qui est complètement désintéressé, ben, c'est important d'en parler avec lui. Ouvrir la discussion sans attaquer, mais juste simplement, mais pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas faire tes devoirs? Pourquoi tu ne sembles pas motivé? Hein? Y a-tu quelque chose qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que des fois, c'est des choses qu'il va vivre intérieurement, mais des fois aussi, c'est parce que
toutes sortes de raisons. Ça peut être un sentiment que les devoirs, ça ne sert à rien, qu'il a accumulé trop de frustration liée aux petits défis qu'il a rencontrés. Il ne comprend peut-être pas la notion aussi qui est à faire. Il y a peut-être de la misère à se concentrer. Tout ça, c'est des raisons tout à fait justifiées, hein, mais qui va faire que il va être désintéressé. Donc, il ne voudra peut-être pas se mettre à la tâche non plus. Il ne se sentira pas compétent. Il n'aura pas envie de montrer qu'il n'est pas capable. Et puis là, ben, c'est important de voir aussi, il me semble que je dis beaucoup c'est important parce qu'il y a plein de choses importantes à travers le processus des devoirs. Puis oui, c'est important, mais avant tout, c'est votre relation, hein, avec votre jeune. Fait que tout ça, là, l'aspect relationnel que vous avez avec lui, ultimement, ben, c'est tout ce qui compte. Fait que voilà. Mais je vous dirais aussi que si la période des devoirs est systématiquement problématique, ben, c'est possible que sa bonne volonté, malgré tout ça, ben, il n'arrive pas à surpasser cette épreuve-là. Et ça se peut que votre enfant, il se trouve dans une situation soit de difficulté d'apprentissage ou qu'il y ait un trouble aussi d'apprentissage. Alors, les spécialistes font une distinction entre les deux. Donc, on peut se rappeler que les difficultés d'apprentissage, ben, c'est temporaire. C'est inconstant. Ça apparaît à n'importe quel moment. C'est de toutes sortes d'origines. Fait qu'on peut se dire que c'est peut-être, OK, parce que tout d'un coup, je suis pas motivée. Peut-être que je vis des problèmes familiaux. Peut-être que j'ai des problèmes avec mes amis. Donc, toutes sortes ça pourrait venir de toutes sortes de raisons qui seraient un peu plus spontanées comme ça. Comme je m'entends pas bien avec mon prof, mettons. Je m'entends pas bien avec mon prof. Donc, tout ça, on peut penser à des difficultés d'apprentissage qui sont isolées, qui sont aussi temporaires. Mais d'un autre côté, les troubles d'apprentissage, eux, ben, c'est des troubles qui sont neurologiques. On peut penser à la dyslexie, à la dysorthographie. C'est des troubles qui sont permanents et qui sont présents dès les premiers apprentissages de votre jeune. Donc, que vous auriez pu voir depuis son arrivée à l'école. Quelque chose qui rend que les apprentissages sont toujours difficiles. On peut le suivre dans le temps. Donc, on appelle ça une difficulté d'apprentissage. Et là, si vous souhaitez avoir un trouble d'apprentissage, pardon, merci. Pas de problème. Oui. Puis, alors, à ce moment-là, bien sûr, s'adresser à quelqu'un à l'école, ça pourrait être une première piste de solution. S'adresser, avoir l'avis de son professeur, mais aussi au besoin de l'aide de spécialistes comme des orthopédagogues, des orthophonistes de l'école. Enfin, voyez, commencez par ça, puis ensuite, voyez si ça résonne ou si vraiment c'est peut-être juste un petit moment isolé dans le temps, puis que ça va passer. Puis, tantôt, on parlait du fait d'avoir du plaisir pendant qu'on fait les devoirs. C'est pas toujours le fun de faire des devoirs. Là, on le sait tous, on est tous passés par là, avoir à faire des devoirs, puis ça ne nous tentait pas. Mais est-ce qu'il y a quelques petits trucs pratiques qui pourraient juste allumer la flamme juste assez longtemps pour que l'enfant fasse son devoir, puis que ça ne devienne pas comme une grosse crise chaque soir? Ouais. À la base, les jeunes, ils aiment apprendre, hein. Fait qu'un truc pour rallumer le plaisir, c'est de varier les façons d'apprendre. Et là, retenez que plus les sens sont mobilisés pendant l'apprentissage et plus c'est profitable pour votre jeune. Alors, on varie les activités pour qu'elles touchent le plus de sens possible. Alors, on peut penser à la vue. Au primaire, ça peut être d'apprendre des mots pour accompagner, d'apprendre les mots accompagnés d'images. Au secondaire, ça pourrait être de résumer la leçon en faisant un dessin ou un schéma pour vraiment synthétiser la matière de façon visuelle. L'aspect auditif, donc à l'écoute, on pourrait dire au primaire, réciter les tables d'addition, de soustraction selon le rythme d'une chanson. Au secondaire, on pourrait mettre en place de faire ses devoirs avec la musique ou d'écouter des vidéos d'Alloprof pour revoir une notion. Ça pourrait être des idées. L'aspect kinesthésique, fait que dans le corps, on lui permet de toucher, d'expérimenter, de marcher, de rendre le tout très concret. Souvent, ça fonctionne bien là, pour les jeunes du primaire. Alors, tracer des mots dans une assiette saupoudrée de farine. Ça peut être de sauter dans le salon là, à chaque bonne réponse jusqu'à ce qu'on atteigne le bout de la pièce. De mimer avec ses mains l'histoire qu'on est en train de lire. Donc, ça, c'est des petites idées pour le secondaire.
Ça peut être de faire le travail avec un ami, de le faire en équipe, de lui proposer de construire quelque chose pour pratiquer peut-être ses mathématiques, discuter avec lui, le questionner, ça va être aussi, ça va faire appel à tout son corps, puis au relationnel, donc c'est vraiment efficace. L'aspect goût, l'aspect odorat, ben là, c'est le fun, ça, on peut être flyé un peu plus, même pour le primaire, ça pourrait être de pratiquer les mathématiques en faisant une recette. Au secondaire, on pourrait lui demander de décrire avec le plus d'adjectifs possible ce qu'il est en train de manger au souper, ou de décrire les odeurs avec le plus d'adjectifs possible, de nous donner le plus d'arguments possible sur comment il conçoit ce qu'il est en train de manger, là, tu sais. Donc, pour pratiquer ces textes argumentatifs, ça pourrait être d'autres idées. Enfin, tout ça, c'est plein d'idées, mais il y en a tout plein d'autres. Mettez-en quelques-unes en pratique, vous nous donnerez des nouvelles. Puis aussi, on parlait du plaisir, allumer la flamme, ben, c'est important de récompenser les efforts. On adopte nous-mêmes une attitude positive, la petite main sur l'épaule, le pouce en l'air, te fait des efforts, bravo. On lui permet peut-être de mettre sa chanson préférée pour danser après avoir fini. On délie le stress, on fait des jumping jacks, on peut jouer. Oui, on instaure un petit moment de jeu vidéo où on sort avec nos amis. Enfin, c'est à vous autres de voir ce qui va rendre heureux votre enfant selon ses intérêts à lui, puis qui va surtout lui donner envie de recommencer le lendemain. C'est ça on veut créer. Ça va développer son sentiment de compétence, son estime de soi. C'est tellement important là, à l'enfance parce qu'il va grandir avec cette estime de soi-là, puis à l'adolescence parce que c'est juste une période tellement difficile pour le développement du sentiment de compétence en général. Mais toutes tes bonnes idées, Léa, pour vrai, ça me donne juste envie de rajeunir, retourner à l'école, refaire mes devoirs autrement pour que ça soit moins plate. Et en fait, on pourrait continuer de même éternellement. Là, on a tellement de trucs, mais ce qu'on aimerait, c'est répondre à vos questions. Parce que vous avez posé beaucoup de questions dans les commentaires. Puis, j'irai avec une question d'Amina qui demande « J'ai des enfants du même niveau dans la même classe. Conseillez-vous de les séparer, alterner, les mettre ensemble dans la même classe? » Intéressant. Est-ce que tu veux commencer, Marianne? Ben, je peux commencer. En fait, moi, instinctivement, je dirais que ça dépend un peu du tempérament des enfants. Exactement. Donc, si c'est deux enfants qui sont déjà très indépendants, un de l'autre, qui ont leurs propres amis, qui ont leurs propres hobbies, chacun de leur côté, ben moi, je ne verrais pas de problème à laisser l'école choisir, en fait, puis que ce soit le hasard. Par contre, si les deux enfants dépendent beaucoup un de l'autre, peut-être que j'essaierais de les séparer pour favoriser le développement de leur autonomie individuelle. Surtout s'ils sont au primaire, parfois ça peut les aider à accroître leur personnalité à eux-mêmes, développer leur goût, se faire des amis individuellement. Puis rendus au secondaire, de toute façon, ils n'auront plus le contrôle là-dessus. Donc, mieux vaut peut-être s'assurer qu'ils ont développé une bonne autonomie. Puis de voir aussi, tu sais, d'un autre côté, puis là, c'est vraiment à vous, hein, c'est vous l'expert auprès de vos enfants, mais tu sais, ça pourrait être aussi simplement, bon, ben, ils s'entendent bien, ils ont un groupe d'amis semblables, on veut pas créer de conflits dans leurs amitiés aussi, donc ça pourrait être simplement de les mettre groupés, puis tout va bien se passer. Puis l'heure des devoirs va peut-être être de l'entraide et de la coopération, qui sait? Qui sait? Puis en fait, ça dépend tellement du tempérament de vos enfants, en fait. Puis de ce qu'ils veulent aussi, puis de leurs besoins personnels, peut-être leur demander ce qu'eux, ils veulent. Peut-être que ça pourrait vous aider. J'ai une question de Peggy. Pour un enfant qui a des besoins particuliers, mais qui est en classe régulière, avez-vous des conseils? Ouais, c'est la situation. C'est la situation de beaucoup de jeunes en ce moment. Hein? Puis qui n'ont pas nécessairement le soutien à l'école. Est-ce que c'est ce que je comprends peut-être, hein, que les Ben oui, puis en fait, il manque de spécialistes dans les écoles. L'enfant, donc c'est un enfant qui a besoin particuliers, mais qui est en classe régulière et qui doit faire les mêmes devoirs que les élèves en classe régulière. Ouais.
Moi, la première chose qui me vient en tête, ce serait peut-être si l'enfant n'a pas encore un plan d'intervention, peut-être d'aller chercher un plan d'intervention. Puis, si l'enfant a un plan d'intervention, peut-être prendre rendez-vous avec l'orthopédagogue ou avec l'orthophoniste, ça dépend c'est qui le spécialiste qui suit votre enfant. Puis, de demander conseil à ce spécialiste-là qui va être beaucoup plus en mesure de produire une réponse spécialisée au cas de votre enfant. Moi, je dirais aussi, t'avais-tu terminé, Marianne? Oui, j'avais terminé. Ouais. Moi, je dirais aussi que la confiance en soi, on a parlé un tout petit peu, mais je dirais que c'est une des choses peut-être les plus importantes pour un jeune qui vit des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage, de travailler son estime de lui. Souvent, il va avoir vécu beaucoup d'échecs, il va peut-être avoir perdu confiance en ses capacités. Donc, de lui faire vivre des succès, de lui faire vivre des réussites, et ça, même à l'extérieur de l'école, là, selon ses propres intérêts. Est-ce que cet enfant-là aime peut-être, je sais pas, faire de la danse, coudre, je sais pas, faire du sport, mais le voir et lui proposer des situations où il va vivre des succès le plus souvent possible pour essayer de rebâtir toute son estime de lui, sa confiance en lui, puis ça va découler. Normalement, ça devrait découler aussi là, par la suite aussi à l'école. Enfin, et je dirais aussi de travailler la relation que vous avez avec lui, de se rappeler que vous n'avez pas à être son enseignant, que vous êtes vraiment là pour l'accompagner, de l'écouter dans tout son processus scolaire, son parcours, puis ses défis. Ultimement, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis de peut-être mettre, parce que là, tu sais, oui, il va peut-être avoir des devoirs à faire à la maison, puis de le mettre en situation concrète, pratique. C'est une des forces que vous avez, vous les parents, c'est-à-dire que vous êtes au quotidien avec votre jeune, vous êtes dans la cuisine avec lui, vous êtes en sortie aux pommes, tu sais. Enfin, vous faites des activités qui sont extraordinaires avec eux. Et tout ça dans un lien affectif. Donc, ça a encore plus de portée. Puis, vous pouvez réinvestir ces apprentissages. Donc, que ce soit du vocabulaire, que ce soit des mathématiques, que ce soit des sciences, tout ça est bon, puis de le réinvestir au quotidien, ici et là, à travers une petite conversation, puis tout ça, puis de porter attention à son opinion, à son avis, d'être à l'écoute de tout ce qu'il vit à travers ça, mais aussi de peu à peu lui faire pratiquer pour qu'il prenne confiance puis qu'il gagne en compétences. Ouais. Parlant de confiance et de compétences, la prochaine question vient de Valérie. Comment dealer avec l'anxiété de performance? Ma 9 ans a de très bonnes notes, mais elle est déçue d'elle quand elle a 90%. Elle voit seulement ce qu'elle n'a pas réussi. Je te laisserai aller, Marianne. Ouais, petit enfant anxieux ici, je pense que ce qui serait important pour commencer, c'est de savoir d'où vient cette anxiété-là. Est-ce que c'est une anxiété de contrôle? C'est une anxiété qui est liée à l'imprévisibilité? De quoi elle a peur par rapport à cette note-là? Est-ce qu'elle a peur des conséquences? Est-ce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur, que des gens soient déçus d'elle? Moi, c'était beaucoup, si je prends un exemple personnel, moi, c'était beaucoup ça. J'avais peur que les gens soient déçus de moi, puis qu'ils qui m'apprécient plus ou je sais pas quoi. Dans une tête d'enfant de 9 ans, on sait jamais qu'est-ce qui se passe là. Moi, j'avais peur que mon prof soit déçu de moi puis que mes parents soient déçus de moi. C'est ça qui me causait de l'anxiété de performance. Donc, on peut approfondir ça, lui poser des questions, essayer de savoir d'où vient son anxiété puis pourquoi est-ce que cette anxiété-là, elle persiste même quand l'enfant a des bonnes notes. Puis, parfois, ça peut être une question de confiance en soi. Qu'ils ont l'impression que chaque fois qu'ils réussissent quelque chose, que c'était juste dû au hasard. Puis là, ils se disent, oh mon Dieu, la prochaine fois, ça va tellement mal se passer. Je regarde toutes les erreurs que j'ai faites cette fois-ci, là, la prochaine fois, ça peut pas bien se passer. Donc, ça serait aussi de relativiser le succès. Qu'est-ce que c'est d'avoir une bonne note? Qu'est-ce que c'est d'avoir du succès? Puis, qu'est-ce qui arrive, par exemple, on peut jouer au jeu dans le pire des cas, qu'est-ce qui va arriver?
Donc là, on peut dire, OK, mettons que dans le pire des cas, puis que tu échoues ton examen, qu'est-ce qui peut arriver? Puis là, on peut jouer à la pire chose qui peut arriver. Je vais pleurer. OK, là, c'est aux parents. Je vais être déçue. Puis là, c'est le tour de l'enfant qui va dire, mon prof va être fâché contre moi. Puis là, on peut jouer à ça, puis on veut un peu atténuer les pires choses qui peuvent arriver, puis l'enfant va se rendre compte que finalement, vraisemblablement, toutes ces choses terribles-là ne vont pas arriver. Si jamais, vraiment, ça se calme pas, l'enfant est de plus en plus anxieux, il faut pas hésiter à se tourner vers un psychologue professionnel, un travailleur social. Eux ont des outils pour aider les enfants qui sont dans cette situation-là. Il y en a dans les écoles, il y en a aussi dans les CLSC. Donc, faut pas hésiter. Ouais. Dernière question, ou prochaine question, je ne sais pas si c'est la dernière. C'est la dernière que j'ai devant moi. Mon enfant ne se trouve pas bon s'il manque une fois quelque chose. Il est frustré, il est anxieux. Avez-vous des trucs? Donc, on a un enfant perfectionniste ici. Ça se ressemble beaucoup quand même. Est-ce que tu as une idée? Ben, encore une fois, moi, je dirais, comme tu le mentionnais, ben, tu sais, relativiser ou revoir avec lui la notion de succès, les conséquences qui sont possibles d'un supposé échec. Relativiser tout ça, voir si peut-être que soi-même, encore une fois, on a des attentes qui sont trop grandes. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient, est-ce qu'il n'y a pas besoin de nous? Il se les impose tout seul. Est-ce que il se compare à d'autres? La comparaison aux autres, je pense que c'est un gros enjeu de notre société, de notre époque actuellement. On peut explorer aussi l'impatience, hein? Mettre en place peut-être des stratégies d'autocontrôle, compter jusqu'à 5 avant que, ouf, tu sais, ça explose. Ça peut être noter les questions à poser, attendre le bon moment pour les poser. Enfin, toutes des petites stratégies comme pour se calmer un peu, respirer. Moi, je suis prof de yoga dans une autre vie, donc respirer. Toute l'anxiété va se canaliser facilement en expirant. On diminue l'importance de bien respirer puis d'avoir des saines habitudes de vie pour vrai. Bien manger, faire du sport, avoir une bonne routine de sommeil. Déjà ça peut diminuer le stress, ça peut diminuer l'anxiété. Quand on est fatigué, on est plus frustré, on est plus nerveux, on est plus anxieux. Donc, ça peut être quand on a faim. Moi, quand j'ai faim, je suis détestable. Donc, ça peut être ça aussi. On peut s'assurer que est-ce que tous les besoins de base sont répondus. Peut-être que l'anxiété est augmentée par un besoin de base qui n'est pas répondu. Exact. Aller à la source. Oui. On va passer à la question de Carmen. Que pensez-vous du service de devoirs à l'école? Ma fille de 8 ans les fait à l'école. On corrige à la maison et des fois, on travaille plus fort. Je me demande si nous devons continuer ainsi. Je pense qu'une discussion s'impose avec le service des devoirs à l'école, s'il faut refaire tous les devoirs à la maison par la suite. Ça sert à rien de dédoubler tout ça, hein. Je pense que c'est juste, ça devient juste pénible pour votre enfant. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose, Marianne? Ben moi, comme tu dis, là, j'en profiterai pour discuter avec les gens qui sont responsables du service des devoirs, juste pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Puis aussi, peut-être aussi vérifier qu'on ne veut pas trop y aller dans le perfectionnisme. Parce que si notre enfant fait ses devoirs puis il y a quelques petites erreurs qui se sont glissées, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est que l'effort ait été mis, que l'enfant ait fait ses devoirs avec attention. Puis rendu là, s'il y a quelques petites erreurs qui sont glissées dans les devoirs, à la limite, c'est pas si grave que ça. Je pense que les devoirs, c'est surtout une question de répétition. Plus on retravaille les mêmes notions, plus on se familiarise avec. Donc, peut-être que d'abord parler avec le service, puis ensuite peut-être choses qui rendent le processus trop lourd. Je rajoutais un petit truc aussi. Si l'enfant, il y a eu un moment dédié
à faire ses devoirs à l'école, puis qu'il les a fait seul, puis que oui, ça l'a amené quand même qu'il y a eu des petites erreurs, mais c'est pas grave, là. L'enseignant en classe va être capable de voir, ah, il y a un petit nœud d'apprentissage ici, c'est-à-dire que moi, je dois passer un peu plus de temps pour expliquer la notion. Peut-être que ce jeune-là, ben, il n'est pas le seul non plus à pas l'avoir compris, donc il va falloir peut-être le rétablir un peu mieux, puis l'expliquer en mode groupe classe. Fait que oui, les devoirs n'ont pas à être mis parfaits. Ben non. C'est vraiment un outil qui permet à l'enseignant de savoir, ah, où est-ce qu'ils sont rendus mes élèves, tu sais. Puis, Exact. ouais, de se Tout pratiquer, à fait. comme tu disais. Dernière question, c'est une question de Marie. Comment aider mon enfant à le rendre autonome dans ses devoirs? Mm. Ah, l'autonomie, la grande question de l'autonomie. Oui. Ben, je peux-tu faire un petit peu de pouce là-dessus? Ben vas-y. Oui. Ben, parce qu'en fait, je dirais quand même que venir voir ce qu'on a discuté un petit peu plus tôt, je dirais que la routine de travail, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir s'ajouter au quotidien de votre jeune. Ça va être prévisible, on parlait tantôt, puis ça nous permet de faire, oui, un petit récapitulatif de ce qu'on a mentionné. Donc, créer l'environnement propice pour ses apprentissages, enlever les distractions, l'amener à le faire par lui-même graduellement parce que vous lui avez montré comment faire. Ensuite, de se dire quand est-ce qu'on fait nos devoirs. Ben nous, on fait nos devoirs, tiens, les lundis, les mercredis, les jeudis, puis peut-être qu'on avance un petit peu le dimanche, tu sais, puis que ça va nous libérer d'autres temps de la semaine. Fait que de voir quand est-ce que vous faites les devoirs, de l'installer, puis après ça, ben, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il va s'attendre naturellement à ces moments-là. Puis de se fixer des objectifs qui sont clairs. Alors, on fait peut-être le français pour commencer. On termine avec un petit peu de mathématiques à chaque fois. Donc, de définir vos objectifs et d'y mettre un temps. Puis, peu à peu, ben, le jeune va intégrer cette routine-là. Il va être capable de le faire par lui-même. Puis, vous allez juste avoir à faire un petit regard à vol d'oiseau au-dessus de son épaule. Puis normalement, ben, l'autonomie va arriver. J'ajouterais à ça peut-être faire des petites mini-tâches, découper en toutes petites mini-tâches pour vivre plein de succès successifs, des succès successifs, et faire en sorte que cette liste de choses à faire-là créer de la motivation et donc créer une espèce d'automatisation du devoir. T'sais. On a envie d'avoir un prochain succès, fait qu'on va faire l'autre chose après. C'est un peu la carotte au bout du bâton, mais si c'est ça que ça prend pour votre enfant, c'est ça que ça prend pour votre enfant. Puis il y a pas de mauvaise façon pour que ça fonctionne, les devoirs. Là. Si c'est ça qui marche avec votre jeune, c'est ça qui marche avec votre jeune, puis il n'y a pas de mauvaise façon. Puis si jamais, une autre chose que j'avais déjà entendu être recommandé, puis j'avais trouvé ça vraiment intelligent, c'est si, par exemple, votre enfant n'arrête pas de vous solliciter tout le temps. Là, je comprends pas ça, je suis pas capable de faire ça, je trouve pas mon cahier, etc. Peut-être lui dire, là, maman ou papa, fais quelque chose, essaye par toi-même, j'arrive dans 5 minutes. Puis peut-être que quand vous allez revenir le voir dans 5 minutes, le problème va être réglé. Peut-être que ce qui lui manquait, c'était peut-être juste la petite poussée pour lui dire « Essaye par toi-même, je suis sûre que tu es capable de t'en sortir. Puis si jamais tu n'es pas capable, ben, je vais être à toi dans 5 minutes. » Il va trouver ses ressorts en lui. Puis, oui. On pourrait résumer aussi en un mot là, la fameuse minuterie motivante d'Alloprof. Parce que un peu tous les outils qu'on vous a mentionnés, ben, ça vous permet de les mettre en place. Le jeune, en l'appartant une première fois avec vous, va voir un peu comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux organiser mon temps, comment est-ce que je peux morceler mes tâches, comment est-ce que je peux mettre un temps défini pour chaque tâche avec un sujet en particulier pour vraiment bien me concentrer. Puis après ça, il va être capable de le faire par lui-même. Il va même avoir ses petites récompenses, il va se faire des petites pauses, ça va l'encourager. Fait que ça aussi, c'est des petites autonomies qu'il peut mettre en place. Puis, il y a quelque chose qui revient aussi par rapport à l'anxiété de tantôt. On a des experts chez Alloprof qui mentionnent aussi l'idée de dédramatiser les erreurs. Hein. C'est pas la fin du monde de faire des erreurs. C'est comme mettre un petit peu trop d'épices dans notre recette. Bon, ça va goûter un petit peu trop salé, ça va goûter un petit peu trop piquant une fois, mais bon, on peut en rire, puis c'est pas la fin du monde. Ben, ça aussi, c'est à mettre dans notre boîte à outils. On devrait tous apprendre à dédramatiser nos erreurs. Oui, rire de nos erreurs.
Tout à fait. Ben, c'est déjà la fin. La dernière heure a passé tellement vite. Merci à tout le monde pour vos questions, pour vos commentaires. Merci d'avoir participé au live. Vous étiez nombreux et enthousiastes. Ça, pour nous, c'est précieux. Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre d'Alloprof Parents. Le lien va être dans les commentaires. Et je vous invite à poser d'autres commentaires, d'autres questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser parce que nos spécialistes vont y répondre prochainement. Donc, si vous avez posé une question qui n'a pas été répondue pendant le live, nos spécialistes vont se pencher sur vos questions et vous répondre du mieux qu'ils peuvent. Je vous rappelle que nos services sont toujours disponibles, donc par Messenger, par courriel, par téléphone pour les parents. Nous avons des orthopédagogues qui sont à votre service tous les soirs du lundi au jeudi et le dimanche après-midi. Et qui peuvent répondre à toutes vos questions, que ce soit des questions de difficultés de nature sociale à l'école, c'est mon enfant a de la misère à se faire des amis, ou que ce soit de nature, mon enfant est dyslexique, je ne sais pas comment l'aider. C'est des gens très compétents qui vont vous aider. Ça peut aussi vous aider si vous voulez plus de confidentialité qu'un live Facebook comme ça, si vos questions sont un peu plus délicates. Je vous invite aussi à aider vos enfants à vous créer un compte sur notre site parce que quand vous créez un compte, vous avez des avantages que les autres n'ont pas. Ça facilite votre recherche. Vous pouvez participer à la zone d'entraide et la zone d'entraide, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, si votre ado fait ses devoirs à 11 heures le soir puis que vous êtes déjà couché, la zone d'entraide ne dort jamais. Et finalement, je vous invite à nous laisser vos commentaires sur le live, dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé notre live, si vous avez des améliorations à proposer, nous, ça nous fait toujours plaisir de savoir. On cherche à s'améliorer de fois en fois pour vous offrir toujours plus de soutien. Et je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires. Puis, pour finir, Elia, est-ce que tu voudrais nous offrir tes incontournables avant qu'on quitte? Bon, j'ai trop parlé de la minuterie motivante, mais ça serait mon incontournable à résumer. Mais mettez en place votre routine de travail, mettez-vous décidez des défis que vous allez relever pour cette séance de travail-là. Mettez-y un temps, des temps, divisez votre tâche, misez sur la confiance en soi de votre jeune, faites-lui vivre le plus de succès possible. Même les petits succès, ben, ils ont un grand impact. Donc, allez-y pour ça. Aimez votre enfant. Continuez de lui dire que vous l'aimez avant tout, mais c'est votre relation qui va primer sur sa réussite à l'école. C'est ce qu'il y a de plus précieux, puis c'est ce qui va l'accompagner tout le reste de sa vie. Fait que voilà, n'oubliez pas de lui dire souvent, de lui dire que vous l'aimez, que vous êtes fiers. Hein? Quoi donc? Vous êtes fiers. Que vous êtes fiers de lui. Oui. Ouais, c'est important. Voilà, moi, c'est ce qui résumerait pas mal tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci, Elia. C'était un plaisir de t'avoir pour répondre aux questions ce soir. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Plaisir partagé, tout le monde. Bye bye.